Bonjour, nous sommes mardi le 22 septembre au cours 412 BEY, présentation multimédia et soutien technique. Voilà. Aujourd'hui, on a un cours sur l'aide au dépannage. J'ai quelques petits trucs que je veux voir avec vous avant de débuter. Je vais commencer par vous présenter un nouvel échéancier du cours. Je ne sais pas si vous avez tous eu la chance de le lire ou si vous avez tous pris la peine de le lire. Il a été publié vendredi matin. Je vais vous le présenter pour qu'on puisse revoir un peu nos semaines de soutien technique. Ensuite, je vais vous présenter rapidement les ressources pour les machines virtuelles et Windows. Puis je veux aborder le sujet avec vous pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est, la différence entre cette année et les années antérieures. Je vais juste aborder ce sujet-là. Je vais vous faire quelques suggestions et ensuite, si vous avez des questions, vous m'en ferez part, puis on va pouvoir continuer par la suite. On va faire un bref retour sur la notation hexadécimale. On va faire tout simplement 5 petites traductions de valeurs hexadécimales vers décimales. Et ça va être assez facile, je crois. Je pense que j'ai pris des valeurs clés pour pouvoir vous aider à mieux assimiler cette matière-là. J'ai publié un quiz à la semaine au cours de vendredi dernier. Je l'ai publié ce matin, bien aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir le faire. Faites-le pas pendant le cours, s'il vous plaît. Attendez de le faire cet après-midi ou ce soir, tout simplement. Et je vous rappelle que les quiz, vous pouvez les faire à plus d'une reprise. Donc, si jamais vous n'avez pas votre point au complet, attendez 2, 3 jours et faites-le par la suite pour voir comment ça se passe, puis si vous avez mieux assimilé la matière. Ensuite, il y a une brève présentation sur l'aide au dépannage d'un PC. C'est le cœur en réalité du cours d'aujourd'hui. Puis après, je vais vous montrer les ressources pour l'administration de Windows. Donc, la semaine dernière, les ressources que j'ai publiées pour le cours de la semaine dernière, c'était davantage sur les bases, donc presque toutes des choses que vous savez déjà. Je pense qu'il y a 3 vidéos dans lesquelles vous allez peut-être apprendre des choses vraiment intéressantes pour vous. Les autres, je vous encourage à les consulter, mais les 3 sur la personnalisation vont vous permettre de prendre meilleur contrôle de vos ordinateurs personnels. Puis, je vous pointe pour les ressources de ce vendredi, là, pour les lectures sur l'administration de Windows. On s'en parle tout à l'heure. Donc, le nouvel échéancier du cours, essentiellement, j'ai refait l'échéancier parce que premièrement, dans l'échéancier original, j'utilisais les 2 semaines de transition pour pouvoir voir du contenu, ce qui n'a pas été le cas nécessairement. Et l'examen ou le premier examen sur le soutien technique était prévu pour vendredi dernier, ce qui n'avait pas de bon sens. Alors, si vous l'avez vu puis que vous étiez anxieuse vendredi, j'ai pris la peine de publier sur le cours comme quoi il n'y avait pas d'examen, on reporte au 2 octobre en réalité. Puis là, on va se donner le temps, on va faire en sorte que le cours respire. Je reviens à une distribution des semaines qui est un petit peu plus proche de celle qu'on avait les années antérieures. Euh, je garde quand même une semaine ou 2 de plus pour la portion sur WordPress et le web. Et je garde quand même la structure où je fais WordPress et le web avant de faire les présentations multimédia ou les présentations PowerPoint qu'on va faire dans le 3e tiers du cours. Donc, mardi prochain, on commence notre matière sur le web, mais on est encore dans notre section soutien technique parce que ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est la gestion d'un disque dur ou la gestion des répertoires sur un serveur Unix ou un serveur Linux, je devrais dire plutôt, qui est le serveur qu'on va utiliser pour pouvoir avoir des sites web. Donc, vous allez apprendre à vous servir les bases d'HTML, les bases de CSS, on va apprendre à se servir de WordPress. Tout ça implique de travailler avec un serveur web. Un serveur web, c'est un ordinateur qui a un disque dur qui a des répertoires, pareil comme dans Windows, on a des dossiers. Donc, on va utiliser ce cours-là pour voir comment c'est structuré, puis comment on travaille avec notre gestionnaire de fichiers dans Linux sur un serveur web au lieu de travailler avec un gestionnaire de fichiers sur Windows. Ce que ça veut dire, c'est que cette semaine, probablement durant le week-end ou lundi, je vais vous envoyer des codes. Vous allez avoir, toutes et chacune d'entre vous, vous allez avoir un serveur web avec un code d'accès et un mot de passe personnel. Ça va vous donner accès à votre serveur pour pouvoir faire les exercices pendant toute la session et on va se rendre jusqu'au mois de décembre avec ça. Même pendant la partie du cours sur les présentations multimédia, vous allez pouvoir continuer de travailler à l'intérieur de votre serveur pour pouvoir avancer votre projet final, la PFI. Donc, ça va être important de les tester. Je vais vous envoyer une petite procédure sous forme de devoir qui prend à peu près 10 minutes à faire. C'est assez simple. Ça va fonctionner ou ça ne fonctionnera pas. Mon objectif, c'est de m'assurer que ça fonctionne bien pour tout le monde. Si vous bloquez, vous m'écrivez pour que je puisse vous aider. Je vais vous répondre
Et si je ne réussis pas à vous dépanner par courriel, bien, on se donne rendez-vous, puis je vais vous aider en personne pour être certain que mardi prochain, tout le monde ait accès à son serveur personnel. C'est bon? Juste comme ça, je vous le dis, je vous le mentionne, puis je vais l'écrire dans les consignes. L'erreur la plus fréquente ou les messages que j'ai reçus, les messages d'erreur les plus fréquents que j'ai reçus dans les 2 dernières semaines avec mes 100 étudiants en création de contenu pour le web, c'est que lorsqu'ils copient le mot de passe que je vais vous envoyer, ils copient une espace de trop à la fin. Donc, prenez-vous-là en note tout de suite là, pour la semaine prochaine ou quand vous allez recevoir vos informations. Assurez-vous que lorsque vous copiez le mot de passe, vous arrêtez au dernier caractère, vous ne ramassez pas un espace de trop. Si vous ramassez l'espace de trop, ça fait en sorte que quand vous le collez dans le champ du mot de passe, bien ça fait une erreur étant donné que lui, il le voit avec une espace, donc il pense que le mot de passe est erroné. Alors, si vous effacez cet espace-là ou si vous ne le copiez pas, vous n'aurez aucun souci. Donc ça vous parvient le week-end prochain ou lundi. Et puis, vous faites la petite procédure, vous la suivez. Si tout se passe bien, on est correct. S'il y a des enjeux, vous m'écrivez, puis on se dépanne pour que mardi prochain, ça fonctionne pour tout le monde. L'examen est reporté au 2 octobre. Les examens, étant donné qu'on est en enseignement à distance, ce n'est pas des examens comme vous êtes habitués. Ça va être un quiz. Vous allez déjà avoir vu toutes ces questions-là. Elles vont être seulement transformées. Les vrais ou faux vont être devenus des choix de réponse. Les choix de réponse vont être devenus des vrais ou faux, et ainsi de suite. Vous allez avoir accès à toutes vos ressources. Je crois que je vais seulement fermer les quiz antérieurs pour ne pas exagérer, là. Mais vous allez avoir accès à vos notes de cours, aux vidéos, aux livres, et ainsi de suite. Donc, puis je reste dans des questions de base. Je veux m'assurer qu'on comprenne bien les différents éléments en termes de soutien technique. Et à partir de là, on continue là, pour la suite des choses, pour s'en aller dans la création de contenu pour le web et des présentations multimédia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou par rapport à l'examen, au quiz ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on a une plage horaire définie pour faire le quiz ou... Normalement, ce que j'ai fait le printemps dernier, c'est que j'ouvrais, d'ailleurs, on était ensemble, là, j'ouvrais, il me semble, pendant des périodes de 3 ou 4 jours. Et je vous demande, je ne sais pas si cet automne, vous seriez capable que j'ouvre seulement 48 heures. Disons que j'ouvrirais j'ouvrirais le quiz, disons, pour jeudi, vendredi ou vendredi, samedi, quelque chose comme ça. Puis à ce moment-là, tout le monde aurait 48 heures. Sinon, ce sera 3 jours, là. Mais je me donne une plage comme ça. Là aussi, il peut y avoir de la collaboration. Je vous demande de ne pas collaborer pendant l'examen, mais je peux pas le valider. Fait que je vous demanderais surtout de ne pas être anxieuse avec la portion évaluation du cours. Mettez l'accent vraiment, vraiment, vraiment sur votre curiosité intellectuelle, votre désir d'apprendre, les questions que vous avez le goût de poser, avoir le goût de fouiller, avoir le goût d'essayer des choses ou de regarder ce que je fais puis d'aller une petite affaire plus loin. Parce qu'au niveau des évaluations, je vais rester vraiment dans les bases puis vous allez avoir accès à tout. Donc, je ne m'inquiète pas pour l'évaluation du cours ou en tout cas, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est de ne pas vous inquiéter pour l'évaluation du cours. En situation normale, hors pandémie, quand on est en classe, c'est un cours dans lequel j'ai habituellement des moyennes générales d'en haut de 85 %. C'est du 87-88 % de moyenne générale. Ce n'est pas parce que je donne mes examens ou que je rends ça trop facile, mais c'est il y a beaucoup de choses que je demande à faire qui sont plutôt procédurales, puis je m'assure que ce soit tout fait. Puis quand la liste de choses à vérifier est faite, bien, vous avez vos points. Donc, puis dans les quiz, bien, comme je l'expliquais, vous avez accès à toutes vos ressources. Fait que de ce côté-là, ça devrait bien aller. Voilà. Autre question par rapport à ça ou au nouvel échéancier? Dernier point sur l'échéancier, le prix, entre guillemets, là, à payer pour décaler nos cours un petit peu, c'est qu'il y a 2 cours dans la partie de création de contenu pour le web qui auront plus lieu. On devait avoir un cours sur HTML, aller un petit peu plus loin en HTML, puis un cours sur CSS. Avec les ressources de Scholarvox, les vidéos qui sont disponibles en ligne, je crois qu'on va être capable de voir les bases requises. Vous ne perdrez rien en termes d'apprentissage. Si vous faites des pratiques et des exercices, vous allez être au même point que vos collègues des années antérieures, peut-être même plus loin. Vous allez, bref, rien avoir perdu. Puis on enlève 2 de ces cours-là pour pouvoir se donner un peu de temps pour respirer plus pendant le soutien technique. C'est beau? Alors, je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre parce que ça crée des silences un peu inconfortables. Et je vais poursuivre, mais vous me lâchez juste un marque, puis j'arrête, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Les machines virtuelles et Windows. OK.
Dans le cours normal, hors pandémie, quand on est en classe, normalement, pendant le mois de septembre, je viens passer une soirée complète puis une partie de la nuit au collège, puis j'installe des machines virtuelles sur tous les ordinateurs du D214. Une machine virtuelle, ce que c'est un logiciel, OK? C'est vraiment un logiciel qui est fait par la compagnie Oracle, qu'on installe sur un PC et qui va nous permettre de créer une machine virtuelle comme son nom l'indique. Donc, je vais configurer une machine, un ordinateur, avec une certaine mémoire vive, une certaine capacité de disque dur et ainsi de suite, qui devront toujours évidemment être inférieures à l'hôte. Hein. Dans les machines virtuelles, on a deux concepts. On a un concept d'hôte et un concept d'invité. Donc, l'hôte, c'est l'ordinateur physique sur lequel j'installe une machine virtuelle. L'invité, c'est la machine virtuelle que je crée. Donc, c'est un genre de capsule. C'est strictement logiciel, ça, là. Donc, je vais créer une nouvelle machine, je vais lui donner un nom, je vais lui donner une certaine mémoire vive. Disons que ma machine a 16 GB de RAM, je vais lui allouer 4 GB de RAM. Si ma machine a 500 GB de disque dur, je peux peut-être lui allouer 50 GB de disque dur. Puis une fois que je vais avoir tout fait cette configuration-là, je peux installer un système d'exploitation sur ma machine virtuelle. Je peux installer un système d'exploitation Windows futur, donc une nouvelle version qui s'en viendrait et que je voudrais évaluer, ou une ancienne version pour pouvoir continuer de rouler un ancien logiciel qui ne fonctionne pas sur les nouvelles versions de Windows, ce qui est assez rare et qui peut arriver, parfois en comptabilité ou dans les logiciels de gestion spécialisés, des trucs comme ça. On a des vieux logiciels qui datent des années 90, puis le seul moyen de les utiliser, c'est d'avoir une vieille version de Windows XP ou d'avoir une vieille version de Windows Server ou quelque chose comme ça. Puis, je peux aussi installer un autre système d'exploitation. Par exemple, si je veux me familiariser avec Linux, voir comment ça fonctionne, bien, je peux installer Linux sur ma machine virtuelle. Puis à ce moment-là, je peux me pratiquer avec ma machine virtuelle. Et ce que ça fait, c'est que je vais vraiment avoir Windows de ma machine haute qui va lancer quand je démarre mon ordinateur. Et quand je vais démarrer ma machine virtuelle, je vais avoir une fenêtre. Puis dans cette fenêtre-là, au lieu d'être Excel ou Word ou PowerPoint, bien, dans cette fenêtre-là, ça va être un autre Windows qui va fonctionner, mais c'est une machine dans une coquille. C'est comme une machine dans un œuf. Elle est vraiment fermée. Puis elle a une communication avec le monde extérieur, mais très limitée. Puis elle n'a pas de communication directe avec le matériel. Donc, cette machine-là pourrait même être infectée par un virus ou quoi que ce soit, puis ça ne se propagerait pas vers la machine physique. J'espère que c'est clair. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'on faisait normalement. Donc, le but d'installer ces machines-là sur les ordinateurs du collège, c'est que tout le monde, tous les étudiantes ou les étudiants avaient accès à une machine sur laquelle ils pouvaient être administrateurs. Fait que là, ça me permettait de vous montrer comment installer des logiciels, comment désinstaller des logiciels, comment changer les paramètres de l'ordinateur, comment créer tel ou tel problème puis aller le régler ensuite. Ça me permettait vraiment de vous faire faire des tâches qui requièrent que vous soyez administrateur sur un ordinateur. Dans le D214, comme vous le savez, vous êtes seulement utilisateur, donc vous ne pouvez pas faire certaines tâches. On ne peut même pas installer une police de caractère, par exemple. Donc, quand vient le temps d'installer une police de caractère, en ayant une machine virtuelle, vous étiez capable de l'apprendre. Là, ce ne sera pas possible de faire cette partie-là parce qu'on est tous chacun chez nous, mais j'ai publié les vidéos quand même au cours de la semaine dernière, au cours de vendredi, et je vous demanderai d'en prendre connaissance dans les prochains jours et les prochaines semaines. Ce n'est pas tellement long, mais je veux que vous puissiez vous familiariser avec le concept. Ça va être un petit peu plus théorique, mais vous allez me voir faire. Puis ça, c'est ce que vous auriez fait en classe essentiellement, ou en tout cas, il y a une partie que c'est moi qui fais, puis l'autre partie, c'est vous en classe. Mais les bouts que vous allez voir dans les vidéos, c'est les parties que vous auriez eu à faire en classe. Puis familiarisez-vous avec le concept de machine virtuelle. Et là, je vous invite ou je vous supplie peut-être à faire la démarche de l'essayer sur un de vos ordinateurs. Peut-être pas votre ordinateur avec lequel vous faites la session. Si vous en avez plus qu'un, je vous conseille peut-être de faire ça sur un autre ordinateur. Il n'y a pas grand-chose qui peut mal aller ou qui peut briser votre ordinateur, mais juste au cas où, étant donné que c'est une session à distance, vous pouvez être prudente peut-être. Mais l'idée, c'est d'installer Oracle VirtualBox. Une fois que vous allez avoir installé Oracle VirtualBox, bien, c'est d'installer une machine virtuelle, créer une machine virtuelle, et si vous avez un système d'exploitation, bien, de l'installer puis de voir si vous êtes capable de monter une machine virtuelle qui fonctionne de A à Z.
C'est très utile en entreprise dans plusieurs contextes. Quand on se prépare à faire une migration, quand on se prépare à changer de système d'exploitation, puis on veut apprendre le prochain, puis on sait que ça va se faire juste dans 6 mois ou quoi que ce soit, il y a un paquet d'utilités. Comme j'ai expliqué tantôt, des anciens logiciels qu'on aurait besoin de rouler quand même sur notre ordinateur, on peut installer une vieille version de Windows et ainsi de suite. Donc, je vous encourage à regarder les vidéos minimum. Ça, c'est obligatoire. Là. Regardez les vidéos, s'il vous plaît. Et faites sur une base volontaire l'installation d'une machine virtuelle. Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'aide pour télécharger ou installer un système d'exploitation, ou si vous voulez, par exemple, moi, ce que je vous encouragerais à faire, c'est d'installer Linux. À ce moment-là, je pourrais vous donner quelques pistes pour que vous puissiez explorer Linux Mint puis voir comment ça fonctionne, puis que finalement, ça fonctionne aussi bien que Windows, puis c'est très, très, très facile à utiliser. C'est libre, c'est ouvert, c'est gratuit, puis ça vaut vraiment la peine d'apprendre à se servir de Linux parce que dans les prochaines années, vous risquez d'être exposé à Linux au travail dans différents champs d'activité. Puis, il y a un mouvement au gouvernement qui vise justement à se diriger davantage vers les logiciels libres. Donc, il y a même certains ministères qui se déplacent vers Linux. Fait que ce n'est pas exclu qu'à un moment donné, vous ayez à travailler sur des machines Linux. J'ai vu une main levée, je crois, donc, mais je n'ai pas eu le temps de voir qui a levé la main. Alors, si vous voulez me poser la question, ce serait le bon moment. C'est moi. Est-ce que tu vas nous l'indiquer dans Moodle, qu'est-ce qu'on doit faire, tu sais, mettons les vidéos? Parce qu'on dirait que des fois, tu me parles de vidéos puis je ne sais pas où aller. Bien, je vais vous les montrer. C'est la prochaine étape là. Okay. Ouais. Puis, je m'en vais sur les notes de cours. Donc, dans les notes de cours comme telles, là où je les ai mis, je vous les ai mis au cours ici, dans l'onglet cours. À la semaine 2, je vous ai mis une petite flèche, puis vous allez voir ici machine virtuelle. Est-ce que vous voyez bien mon onglet Firefox en ce moment? On voit le site là. Oui, OK, parfait. Donc, vous allez sur cours, puis sur cours, vous allez passer juste votre souris sur semaine 2 et vous allez voir machine virtuelle. Et quand vous cliquez sur machine virtuelle ici, vous allez automatiquement avoir les vidéos et elles sont évidemment toutes dans l'ordre. Donc, premièrement, créer une machine virtuelle. Vous allez voir la création. Après ça, les détails d'une machine virtuelle. Ça ici, c'est quelque chose que les étudiantes faisaient en classe, mais vous allez juste regarder ma vidéo, puis ça va vous donner une bonne idée. Ensuite, vous avez démarrage et affichage d'une machine virtuelle. Arrêter ou éteindre une machine virtuelle parce que, étant donné qu'elle est virtuelle, on peut comme la mettre en pause temporairement. Au lieu de l'éteindre complètement, on peut la mettre en pause, la geler ou quoi que ce soit. Ensuite, vous allez voir une vidéo sur installer les additions invitées. Ce à quoi ça sert, les additions invitées. Il n'y a pas de faute en passant, c'est des additions, mais de l'invité. Ce à quoi ça sert, les additions invitées, c'est un petit programme qui vient faire un pont entre la machine virtuelle et la machine physique qui va permettre, par exemple, de faire du copier-coller entre les deux. Sinon, on a comme deux machines complètement séparées qui ne se parlent pas du tout. Puis qui va permettre aussi de partager des fichiers entre les deux. Donc, je pourrais me créer un répertoire dans lequel les deux machines vont pouvoir aller enregistrer puis aller chercher des fichiers. Sinon, encore une fois, les deux sont complètement isolés. Fait que cette vidéo-là va vous permettre de voir à quoi ça sert puis comment ça fonctionne. Copier-coller des données entre l'hôte et l'invité. Donc, vous allez voir de quelle façon ça fonctionne. Et partager des dossiers entre l'hôte et l'invité. Donc, encore une fois, si je veux partager des dossiers, ça ici, j'explique comment faire. Tout ça, c'est vrai que votre système d'exploitation que vous choisissez d'installer sur l'invité, soit Windows ou Linux, bien, ces vidéos-là sont bonnes quand même. Moi, j'ai fait l'exemple avec les machines que j'installais au collège, donc avec Windows. Okay? La première fois où j'ai donné le cours, c'était le fun parce qu'on était justement sur une vieille version de Windows. On était sur Windows 7, je crois, puis on se dirigeait vers Windows 8. Puis, fait que j'avais fait les machines sur Windows 8, donc ils ont pu découvrir ils ont pu découvrir le système d'exploitation Windows 8, qu'est-ce qui s'en venait. La même chose de 8 à 10, il nous était arrivé la même chose, mais les 2 dernières années, j'étais dans 10, puis on a travaillé sur des machines de 10 de toute façon. Alors, ça vous donne quand même la chance de voir c'est quoi. Alors, je vous le rappelle, c'est juste dans le cours, à la semaine 2, vous avez machine virtuelle. Du même coup, j'attire votre attention sur Microsoft Windows juste ici. J'ai publié les vidéos dans les notes de cours.
il y en a plusieurs que vous n'avez pas nécessairement besoin de regarder. Je vais vous dire tout de suite, j'attire votre attention, puis je vous laisse aller ensuite pour les faire de votre côté. L'ordinateur et le système d'exploitation, vous êtes supposé l'avoir regardé parce que vous aviez à le regarder pour répondre à un quiz, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, la semaine 1. Fait que ça, normalement, c'est déjà fait pour tout le monde. Si vous ne l'avez pas fait, ce serait le bon moment. Les éléments essentiels de Windows, je vous encourage à la regarder. Elle est brève, elle est courte. Vous connaissez déjà tout ça, mais ça va vous mettre en place. Après ça, quand on rentre dans créer et enregistrer un document, lancer des applications, moi, je vous encourage à les regarder, mais là, vous êtes rendu sur une base personnelle ou quand vous avez le temps ou si ça vous tente. Je donne des trucs là-dedans que vous connaissez peut-être pas. Je donne des trucs de productivité, des raccourcis clavier, des choses comme ça, des manipulations avec la souris. Ça pourrait améliorer votre travail avec les fenêtres, par exemple, avec le lancement des applications. Alors, je vous encourage à les regarder quand même. Passer d'une fenêtre à l'autre, redimensionner et organiser les fenêtres. Donc, ça, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues, mais vous avez jamais, on n'a pas un cours qui nous permet de voir ça. Fait que je trouve que pour des vidéos de 4 minutes, ça vaut la peine de les regarder. Faites-le, appuyez sur pause, vous le faites en même temps que moi, puis vous allez le découvrir. L'explorateur de fichiers, ça, c'est surtout pour nos étudiants dans les autres programmes. Les disques durs de votre ordinateur, vous avez déjà regardé cette vidéo-là à la semaine 1, je vous l'avais rendu disponible. Créer une arborescence, je vous recommande de la regarder pour pouvoir plus facilement aider les étudiants des autres programmes dans le cadre du CAB parce que c'est en réalité, plusieurs des étudiants des autres programmes utilisent ces vidéos-là en gestion de commerce, par exemple, ou en génie industriel ou en logistique du transport, en sciences humaines. C'est des vidéos qui sont publiées à ces étudiants-là par d'autres de mes collègues. Puis il y a José aussi qui a ses propres vidéos, donc ça serait bon que vous puissiez les voir. Les 3 dernières, Windows, personnaliser le bureau, personnaliser la barre des tâches, puis personnaliser le menu démarrer, je vous recommande fortement de les regarder parce qu'elles vont vous permettre de mieux vous approprier Windows, puis la façon dont il fonctionne, OK? Puis la façon dont vous allez pouvoir le personnaliser. Donc, ceux-là non plus ne sont pas des vidéos tellement longues, mais ils vont vous permettre de mieux maîtriser votre système d'exploitation. Pour vous simplifier la vie, ce que j'ai fait, je vais juste retourner au haut de la page pour vous simplifier la vie, étant donné qu'il y a plusieurs vidéos sur Windows qui sont ici. Si vous cliquez sur semaine 2, bien, dans semaine 2, ce que j'ai mis, c'est seulement celles qui sont comme obligatoires par rapport au cours. Okay? Donc, dans notre cours, là, vous avez la présentation sur le système binaire et encodage de caractères. Ça, c'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Puis, je vous ai mis ici les vidéos sur les machines virtuelles. Puis à la fin, vous allez voir que les 3 seuls ou les 4 seuls que j'ai mis, c'est les éléments essentiels de Windows. Puis ensuite, les 3 personnalisations. Si on s'en vient ici, personnaliser le bureau, personnaliser la barre des tâches et personnaliser le menu démarrer. Okay? Puis à la fin, complètement, vous avez notre rencontre sur Zoom. Je profite de ça pour vous dire toujours que dans cours ici, au bas des rencontres, j'ai mis rencontre sur Zoom. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, les seules vidéos que vous allez avoir, ça va être juste les rencontres sur Zoom dans l'ordre des semaines. Donc, quand je clique là-dessus, je me retrouve dans le Zoom du 25 août, le Zoom du 1er septembre, du 8 septembre, du 15 septembre. Celui d'aujourd'hui va s'en venir ici. Puis, chaque fois que vous êtes à l'intérieur d'une de celles-là, si je m'en vais dans celle de la semaine dernière, par exemple, je vous ai toujours mis le lien vers la vidéo, évidemment, puis vous avez le découpage. Donc, s'il y a une partie à laquelle vous voulez accéder en direct sans faire de chichi ou quoi que ce soit, bien, vous en allez directement sur si je fais ici rencontre Zoom semaine 1, vous allez voir s'il y a une partie en particulier que vous voulez voir, vous cliquez sur le temps, puis ça va ouvrir YouTube directement au bon endroit. Donc, c'est plus facile de s'y retrouver de cette façon-là. Donc, si dans un des quiz ou dans un examen, il y a une question sur la mémoire morte, vous en souvenez plus, vous en venez ici, vous voyez mémoire morte, vous cliquez là-dessus, puis vous allez voir, vous allez arriver au bon endroit où on en parlait pendant le cours. J'espère que ce sera utile. J'essaie de vous organiser le contenu pour qu'il soit accessible de différentes façons. Puis en même temps, ce que je suis en train de vous montrer là, je vous l'avais dit au début de la session, je suis en train de vous montrer comment fonctionne une navigation dans WordPress. Vous êtes en train de vous acclimater en tant qu'utilisateur ou en tant que visiteur WordPress. Puis quand on va faire notre cours ensemble, vous allez voir comment on fait pour créer des menus et de quelle façon on peut, par exemple, grouper toutes les vidéos sur Zoom dans un élément de menu de cette façon-là, ou comment on fait pour grouper les vidéos sur les machines virtuelles dans un sous-menu de cette façon-là, et ainsi de suite.
Est-ce que ça aide Marie-Élise pour l'accès justement aux ressources? Oui, c'est super, merci. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'était les machines virtuelles et Windows. Windows, les bases. Retour sur la notation hexadécimale. Donc, rapidement, j'ai juste 5 petits... sortez-vous un papier, un crayon, s'il vous plaît. Essayez de les faire mentalement parce que j'ai choisi 5 valeurs. J'ai fait exprès de choisir 5 valeurs. Mon objectif, c'est que ces 5 petits tests-là vous donnent l'occasion de mieux comprendre ou de vous souvenir comment ça fonctionne la notation hexadécimale. Je vous rappelle qu'il y a toujours seulement 2 caractères. Il n'y en a jamais un. Il y a toujours 2 caractères. Puis il n'y en a jamais 3. On travaille toujours avec une paire de caractères en hexadécimal. Je vais vous mettre 5 valeurs hexadécimales. Je n'ai pas fait l'inverse. Je n'ai pas fait de traduction de décimale à hexadécimal. J'ai fait seulement hexadécimal vers décimal. Donc, ce que vous allez voir, ça va être des valeurs hexadécimales. Puis sur votre papier, sans utiliser la calculatrice programmeur idéalement, vous écrivez, vous faites votre calcul vous-même pour savoir c'est quoi exactement la réponse. C'est bon? Alors, si vous êtes prête, est-ce que tout le monde est-ce que quelqu'un, je vais plutôt poser la question de cette façon-là, est-ce que quelqu'un n'a pas un papier et un crayon sous la main en ce moment? Donc, personne ne réclame 30 secondes, alors j'y vais. Voici votre première valeur. Je pense que vous allez réussir à la faire mentalement. Je vous souhaite bonne chance, tout le monde. Donc, 0,0 est égal à combien en décimale? Donc, ça, c'est une valeur hexadécimale. Je vous rappelle qu'on est en base 16. Donc, on travaille avec 16 symboles possibles. Donc, 0,0 vaut combien en hexadécimal? Est-ce que quelqu'un veut risquer une réponse? Juste me dire votre prénom. Alexandra. Quelle est la réponse pour ici? Je ne sais pas, désolée. Pour vrai? Ouais. 0, 0. 0. 0. Voilà, tu as la bonne réponse. Donc, en décimal, ça vaut 0. Pourquoi? Parce que j'ai 0 unité, puis j'ai 0 paquet de 16. On va se rappeler, puis je vous fais le rappel tout de suite pour que ça vous aide. Mes unités vont de 0 à F. Donc, quand j'arrive de 0 à 9, ça vaut tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça a leur valeur normale. Quand j'arrive à A, ça vaut 10. Donc, si j'ai un A ici, il faut que je me dise, OK, j'ai 10. Si j'ai B, c'est 11, C, c'est 12, D, c'est 13, E, c'est 14 et F, c'est 15. Je ne peux pas aller en haut de 15. Si j'ai besoin de faire 16, je vais mettre 1 ici parce que dans la notation hexadécimale, mon chiffre de gauche ici, il compte des paquets de 16. Donc, si j'ai 1 ici avec un 0, bien, ça représente 16. OK? 16, un paquet de 16 plus 0 unité. Si j'avais 1, 1, ça voudrait dire 16 plus 1, donc 17. C'est tout le temps ça que vous avez à faire, c'est de prendre celui de gauche fois 16 plus celui de droite qui vaut sa valeur nominale tout simplement de 0 à 15. OK? Fait que le prochain va nécessiter un petit calcul et je vous souhaite bonne chance pour le deuxième. Donc, 2, 1. 2, 1 en hexadécimal vaut combien en décimal? Et je vais y aller avec Chloé. Est-ce que Chloé est parmi nous? Oui, Bonjour. j'ai 33. Yes, bravo. Donc, j'ai 2 ici. C'est 2 quoi? Bien, au lieu d'être 2 dizaines comme en décimale qui voudrait dire 20, bien là, ce n'est pas des dizaines que je compte, c'est des seizaines, c'est des paquets de 16. Donc, effectivement, 2 fois 16 égale 32, plus 1, ça donne 33. OK? Donc, chaque fois, vous allez toujours faire ça ici fois 16, plus ça ici de 0 à 15, ça va me donner mon total. All right? Donc, prochaine valeur. Ça, c'était notre réponse. Donc, bravo, Chloé. Merci beaucoup. Ma prochaine valeur, c'est FF. Celle-là, normalement, je l'ai mise pour qu'elle ne nécessite pas de calcul. Un peu comme 00. FF ne nécessite pas de calcul. Vous devriez pouvoir me répondre sans faire de calcul. Et je vais y aller avec EVK pour FF. Est-ce qu'EVK est parmi nous? Ouais. Ben F, je sais pas.
On se souvient que notre octet, il va de 0 à combien? Si je remplis un octet avec toutes des 1, ça va valoir combien déjà? Mon octet, quand je mets des 1 partout, 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça vaut combien? 255? Oui, j'ai-tu entendu 255 ou 257? 255. 255, c'est la bonne réponse. Est-ce que c'est Marie-Élise? Oui. Donc, oui. Et notre 255 vient d'où exactement? J'ai F ici qui veut dire 15. Puis 15 quoi? 15 paquets de 16. Donc, puisque j'ai 15 paquets de 16, ça fait 15 fois 16, 240, plus 15, 255. La raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, vous ne devriez pas avoir besoin de compter, c'est qu'on veut, quand on va travailler avec nos couleurs, en rouge, en vert, en bleu, puis sur le web, quand on va utiliser l'hexadécimal sur le web pour nos couleurs, on veut se souvenir que ma valeur la plus basse, c'est toujours 00, puis ma valeur la plus haute, c'est FF. Okay? Je ne peux pas aller plus haut que FF en hexadécimal. C'est tous mes 1 dans l'octet, donc c'est 255. Alors, c'était notre bonne réponse. Merci, Eveka et Marie-Élise. J'ai maintenant A5. A5, je vais y aller avec Caroline. 155? T'es proche. Ici, le A, il vaut combien? Qu'est-ce que ça vaut un A? 10. Attends, je me suis trompée. 10. 10 fois 16. 160, 165. Exact. Donc, 10 fois 16, 160, plus 5, 165. OK? Fait que c'est juste de prendre la valeur de mon caractère qui est ici, de dire, OK, il vaut 10, lui-là. Fait que ça veut dire que j'ai 10 paquets de 16, 10 fois 16, 160, plus mon 5, puis on se rappelle qu'ici, mes unités sont telles quelles, de 0 à 9. Puis si j'avais AA, bien, ça voudrait dire 160 plus 10. Donc, 160 plus 10, ce serait 170. Donc, AA, c'est 170. OK? Alors, on avait notre 165 juste ici. Bravo à Caroline. Je vais y aller avec 4B pour Sandrine, s'il vous plaît. Est-ce que Sandrine est parmi nous? Oui. Oui. Et quelle serait ta réponse pour 4B? Juste 2 secondes. 75. Yes, super. Donc, quel est le calcul? En réalité, tu as fait 4 fois, à moins que tu l'aies fait avec la calculatrice programmeur, évidemment. Si tu l'as fait avec la calculatrice programmeur, parfait, c'est bon quand même parce que tu vas avoir le droit de t'en servir pour les quiz, ces choses-là. Mais l'idée, c'est que j'ai 4 paquets de 16. 4 fois 16, ça donne 64. Puis 64 plus, si A vaut 10, B vaut 11. Donc, 64 plus 11, ça donne 75, effectivement. Donc, tout ce qu'on veut se rappeler, c'est qu'en hexadécimal, on compte des paquets de 16. Nos paquets de 16 sont représentés par des caractères de 0 à F. 0 à 9, ça vaut 0 à 9, puis A à F vaut 10 à 15 en réalité, tout simplement. C'est simple comme ça, on ne va pas plus loin. On va s'en reparler en création de contenu pour le web et dans PowerPoint. On va parfois voir les codes hexadécimaux. Et c'est une bonne façon, quand vous voulez avoir une couleur précise, supposons que vous voulez avoir un bleu d'une telle façon, puis vous dites, moi, mon bleu, je veux toujours qu'il soit pareil. Bien, on prend en note le code RGB, rouge, vert et bleu. Et si on a en note le code RGB, bien, on va toujours arriver évidemment avec le même bleu parce qu'on va toujours avoir exactement le même mélange. Si je vais toujours à l'œil à peu près dans cette zone-là, avec un pointeur ou avec une sélection ou une petite charte graphique, bien là, je vais toujours avoir un bleu qui va être proche, mais qui ne sera jamais le même. Alors, avec un code, on va toujours avoir le bon résultat. On va s'en reparler en création de contenu pour le web. Aide au dépannage d'un PC. L'aide au dépannage d'un PC, c'est important dans le cadre de notre session et de la session d'hiver parce que vous allez faire de l'aide aux utilisateurs à travers le CAB, à travers le Centre d'aide en bureautique. On va voir ensemble 7 qualités et attitudes utiles. On va voir comment cerner le type de problème. On va voir le processus de résolution de problèmes comme tel. Puis finalement, on va voir comment on offre de l'aide à distance ou en tout cas, on va voir trois considérations pour bien offrir de l'aide à distance. Je vais essayer de faire ça assez vite. C'est une partie du cours que j'aimerais que vous documentiez. Vous prenez des notes écrites avec un papier et un crayon, tout simplement. Faites juste écrire le titre de la diapositive, c'est tout.
Et puis, vous pouvez les écrire dans la présentation, me les renvoyer dans la zone de notes. Vous me la renvoyez, puis je pourrais mettre vos notes dans la présentation finale. Donc, cette qualité et attitude utile. La première chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas des attitudes et des qualités essentielles. Ce n'est pas comme sans ça, vous ne pouvez pas en offrir. C'est cette qualité et attitude qui vont vous aider à offrir du soutien technique, qui vont vous aider à faire du dépannage. Et l'autre chose, vous avez toutes ces qualités-là en vous, OK, à différents degrés. Il y en a qui vont avoir la première énormément, la deuxième un tout petit peu, la troisième pas beaucoup, puis, mais vous avez toutes ces qualités-là un petit peu à différents degrés. Et vous avez toute une vie, OK, je ne suis pas en train de vous enseigner juste pour maintenant, c'est vraiment pour votre carrière. Vous avez une vie pour développer ces attitudes-là et ces qualités-là. Donc, il y en a que vous allez voir peut-être, vous allez entendre parler pour la première fois aujourd'hui, puis vous allez dire, mais c'est quoi ça exactement, puis à quoi ça sert? Moi, je vais vous expliquer le concept. Puis l'idée, c'est de voir à les développer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais pas juste dans le cadre de notre cours. Durant votre carrière, cette qualité puis attitude-là sont importantes à développer. Donc, la première, c'est l'ouverture. La deuxième, c'est l'esprit critique. La troisième, c'est la pensée computationnelle. On s'en parle dans un instant. Ensuite, il y a l'empathie et la communication, les compétences informationnelles, les compétences techniques et un brin de patience, s'il vous en reste encore un petit peu. Donc, l'ouverture, c'est votre ouverture d'esprit. L'idée, c'est surtout quand vous êtes en mode ou en processus de résolution de problèmes, de ne pas vous faire prendre dans le piège d'être pris sur une traque très rapidement. Des fois, on tombe dans une situation où on est certain qu'un problème est causé par telle ou telle chose, on tombe sur cette piste-là, puis on est complètement aveuglé par la piste, puis on ne voit pas le reste autour. Donc, c'est important de tout le temps faire preuve d'ouverture, puis de s'assurer que même si j'ai une hypothèse, puis que je crois à cette hypothèse-là, il faut rester ouvert à d'autres choses, il faut rester ouvert à d'autres types de solutions ou à ce que le problème soit ailleurs pour être capable de trouver plus facilement nos problèmes. L'ouverture va aussi être utile dans votre interaction avec la personne que vous êtes en train d'aider. Donc, votre cours 412, ce n'est pas un 412, c'est un 360, mais je ne connais pas les autres caractères. Votre cours 360 de relations interpersonnelles que vous avez fait avec une prof de psycho va être très, très, très utile ici avec la personne que vous allez aider. C'est même essentiel dans la façon dont on va accueillir la requête, confirmer la requête, s'assurer qu'on fait le bon échange avec la personne puis qu'on comprend bien sa problématique. L'esprit critique, on est ici, c'est lié avec l'ouverture, mais l'esprit critique, c'est d'avoir un esprit qui se rapproche d'un esprit scientifique. On veut être capable de pas nécessairement prendre les choses pour acquis, puis on veut poser des questions, on veut remettre les choses en question, puis on ne veut pas faire face juste à des certitudes. Okay? Donc, on va faire preuve d'un esprit critique pour pouvoir améliorer notre capacité à régler une problématique. La pensée computationnelle. La pensée computationnelle, je vais vous la résumer assez rapidement. On parle d'apprendre à penser comme un ordinateur ou d'apprendre à penser comme un scientifique ou une scientifique des données ou d'apprendre à penser comme un informaticien essentiellement, comme un programmeur. Et on va aller voir ensemble en détail, c'est en anglais, je m'excuse, mais on va aller voir ensemble en détail qu'est-ce que ça implique. Puis c'est toutes les choses que vous êtes en train d'apprendre en ce moment durant votre DEC. Okay? Il n'y a pas de surprise dans ça. Puis il y a des choses qu'on va apprendre durant notre cours en soutien technique. Donc, la logique. Alors, pouvoir prévoir puis analyser. La pensée computationnelle, en passant, de plus en plus de programmes scolaires l'intègrent dès le primaire. C'est pour ça que vous voyez 2 enfants en bas âge ici, là. C'est vraiment intégré dès le primaire. On veut que les enfants apprennent à penser le plus possible comme des scientifiques des données ou comme des informaticiens. Alors, la logique, prédire et analyser, évaluer. Donc, est-ce que je peux faire des jugements, justement? Est-ce que je peux faire des évaluations? Est-ce que je peux prendre une décision, lequel des deux a le plus de chance, et ainsi de suite. Donc, c'est super important. Les algorithmes. Donc, les algorithmes, vous envoyez des algorithmes, c'est un mot qui a de l'air très, très, très lié à l'informatique, mais l'idée d'un algorithme, c'est une procédure
Quand vous faites des crêpes le dimanche matin, vous êtes en train de suivre un algorithme. Vous cassez les œufs avant de faire cuire quoi que ce soit. On va mélanger, on va faire les choses. Donc, il y a un ordre pour faire les choses, puis il y a certaines choses qu'on doit répéter. Donc, ça, c'est des algorithmes. Et en programmation, évidemment, il y a on développe des algorithmes. On va faire des opérations en séquence, on va faire des boucles, on va créer des choses. Puis tout ça va vous aider à résoudre vos problèmes plus facilement. Vos problèmes peuvent être, on va le voir un petit peu plus loin, mais vos problèmes peuvent être au niveau de l'application, au niveau du système, au niveau du matériel. Donc, c'est important d'être capable de penser différemment pour chacune de ces choses-là. Un des cours qui vous aide le plus ou les cours qui vous aident le plus à ce niveau-là ici, c'est vos cours justement sur Excel, automatisation des tâches avec José, votre cours de base de données, et ainsi de suite. C'est toutes des choses où vous améliorez votre pensée computationnelle puis l'algorithme. Les patterns, c'est d'apprendre à reconnaître des modèles, des choses qui se répètent, des choses qui reviennent. Quand il y a des choses qui se répètent puis qui reviennent, bien, habituellement, ça nous aide à régler des problèmes. La plupart du temps, quand on veut régler un problème que quelqu'un a, la première chose qu'on doit réussir à faire, c'est de ce qu'on appelle reproduire le problème. Si je suis capable de reproduire un problème, je vais à ce moment-là pouvoir le régler. Si on me décrit un problème, puis quand je fais la même chose que l'autre personne, je n'ai pas cette problématique-là, mais là, ça veut dire que c'est peut-être l'autre personne dans son logiciel, dans son ordinateur ou sa connexion Internet qui a une problématique parce que, évidemment, ça va nous aider à isoler notre problème. La décomposition, donc briser les choses en petites parties, okay, c'est hyper important. En programmation, on a une idée de ce qu'on veut faire, on va le casser en blocs ou en parties, puis après ça, on va le diviser, puis jusqu'à temps qu'on ait juste des petites opérations. Prends telle chose, fais telle affaire, additionne ça, puis refais-le en boucle, puis là, bien, cette façon de procéder-là va nous permettre de régler des choses. Dans Excel, quand vous faites des formules, puis que vos formules sont un peu plus longues, puis vous avez des formules avec des fonctions imbriquées, vous avez des fonctions imbriquées, plusieurs paramètres, mais une bonne façon de fonctionner, c'est d'apprendre à décomposer. OK? Puis, finalement, bien, l'abstraction. Prendre une chose qui est plutôt abstraite, puis essayer d'enlever, au contraire, essayer d'enlever des détails pour vous en aller à un niveau d'abstraction un petit peu plus élevé. Donc, je ne veux pas avoir le nez trop collé sur le problème. Je ne veux pas voir juste l'arbre, finalement, je veux voir la forêt. Je veux avoir une vue d'ensemble pour être capable d'avoir une idée un peu plus abstraite de mon problème, mais d'être capable de le cerner plus facilement. Rapidement, donc, les approches, bien, le tinkering, c'est tout ce qui est le bricolage. On va essayer des choses. Essai et erreur. Je le fais, ça fonctionne. Je le fais, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Donc, tout ce qui est tinkering ou bricolage ou essai et erreur, c'est super important. Tout l'aspect création, c'est hyper important en pensée computationnelle, bien sûr. Tout l'aspect du débogage, donc régler des problèmes. Ce que l'on apprend dans un cours de programmation peut être extrêmement utile dans d'autres domaines ou quand vous venez pour régler un problème dans Excel pour votre patron. La persévérance, parce qu'évidemment, si je lâche parce que ça ne fonctionne pas, puis je lâche après 2 essais, bien, je ne vais pas réussir à résoudre mon problème. Alors, il faut se rendre jusqu'au bout. Puis finalement, la collaboration, jamais hésiter à faire aller vos tentacules, lancer votre réseau pour pouvoir dire à l'aide, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré tel problème dans WordPress à telle place? Quand je fais telle ou telle chose, ça ne fonctionne pas, mon menu n'apparaît pas ou quoi que ce soit. Donc, utilisez votre réseau et là, tout l'aspect collaboration rentre en ligne de compte. Donc, tout ça mis ensemble, les approches d'un côté, les concepts de l'autre, ça représente la pensée computationnelle. Puis, vous aurez remarqué que c'est toutes des choses qu'on enseigne dès le primaire aux enfants, au secondaire, puis au cégep, on essaie de continuer ces choses-là. Puis quand on met les morceaux ensemble, vous allez être plus fort dans certains que dans d'autres, comme je le disais tantôt, mais c'est une façon de penser qui va vous aider à régler des problèmes plus facilement. Empathie et communication, c'est hyper important. Faire preuve d'empathie, c'est d'être capable de voir le monde avec leurs yeux un petit peu. La personne a un problème, elle est stressée, elle a peut-être une échéance, elle a peut-être un travail à remettre dans 2 heures ou une soumission sur un gros projet à remettre dans 1 heure et ainsi de suite. Fait que ça se peut qu'elle soit stressée, ça se peut qu'elle crie, ça se peut qu'elle lève le ton ou quoi que ce soit. Ça se peut qu'elle fasse preuve d'impatience envers vous. En réalité, ce n'est pas de l'impatience envers vous. Il faut comprendre qu'elle fait preuve d'impatience dans sa situation.
Donc, essayez justement de pouvoir accueillir la personne le plus possible, essayez de pouvoir l'aider, de vous détacher de ça, puis de toujours réaliser qu'il y a un triangle en place. Vous, la personne, puis la situation. Puis chaque fois que ça devient un peu moins agréable, vous avez le droit en passant de rappeler la personne à l'ordre. Vous n'êtes pas obligé de subir de l'abus, mais souvenez-vous que c'est souvent la situation beaucoup plus que vous qui va créer ou générer du stress chez l'autre personne. Comprendre les émotions de l'autre personne et puis communiquer ce que vous comprenez et communiquer avec compassion aussi dans votre façon de communiquer, ça va être super important. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Parce que là, je veux vous les descendre vite. Je me rends compte que mon débit augmente parce que ça fait un petit bout de temps qu'on est en ligne ensemble. Puis là, je me dis, je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Puis dans ce temps-là, je me mets à aller plus vite. Puis je vous laisse plus de temps pour les questions. Donc, est-ce qu'on a des questions jusqu'ici? Ça se passe bien? OK. La présentation, la façon qu'elle est montée en ce moment avec les petites images en anglais, des trucs comme ça, on va s'en reparler quand on va arriver dans la partie de création de présentation multimédia. Vous allez voir que ça fait partie de ma recherche, de mon étape de recherche d'images et ainsi de suite. Puis la prochaine étape, ce serait évidemment de documenter. J'adore l'enseignement à domicile. Je m'excuse. Donc, l'idée, c'est que vous allez avoir... J'ai perdu mon fil. J'étais où? Je disais quoi? J'ai été distrait par un bruit en haut. Là, on me jette des objets sur la tête, même s'ils savent que je suis en train d'enseigner. On parlait de l'image. Oui, l'image. Oui, l'image. C'est bien ça. Oui, effectivement, j'étais dans ma recherche. Donc, ça, c'est des idées en réalité d'images. Puis ensuite, ma prochaine étape à moi, c'est de faire en sorte que j'ai des images personnalisées pour chacune des diapositives et qui vont toutes être comme similaires dans un même aspect visuel. Alors, on va fonctionner par couche, justement par couche itérative, comme on l'a vu dans Pensée computationnelle tantôt. Je vais faire des itérations, puis ça va faire en sorte que ma présentation, éventuellement, va être belle, elle va être attrayante, puis elle va bien communiquer son message. Compétences informationnelles, c'est quoi? Vous êtes supposé les apprendre dans plusieurs de vos matières. Je vous la résume très rapidement, puis je vous pointerai vers des ressources à ce sujet-là. On n'a pas le temps de faire un cours sur les compétences informationnelles, mais c'est toute votre capacité à identifier votre besoin d'information, trouver les sources où vous pourriez chercher pour trouver des réponses à ce questionnement-là. Et ensuite de ça, quand vous trouvez du matériel, évaluer la qualité du matériel en question, retenir ce qui fait votre affaire ou ce qui convient ou qui répond à votre besoin, puis ensuite exploiter cette information-là pour pouvoir répondre aux besoins. Donc, si je suis en train de régler un problème pour quelqu'un, ça se peut très bien que j'ai besoin de chercher sur Internet, dans des forums, dans des livres, dans des manuels, n'importe quoi. L'idée, c'est d'être capable de trouver la bonne information rapidement, au bon moment, et d'être capable de la transformer pour pouvoir la communiquer comme une réponse à mon utilisateur. Fait que si je suis compétent avec l'information, si je suis compétent à trouver l'information puis à la transformer, je vais pouvoir offrir du soutien technique beaucoup plus facilement. Il y a d'excellentes ressources qui sont disponibles sur le PDCI, c'est le Programme de développement des compétences informationnelles sur le réseau de l'Université du Québec. Personnellement, je trouve ça vraiment passionnant. C'est super important. C'est des choses qui vont vous aider aussi à mieux faire vos travaux. Quand vous avez des travaux collégiales, puis au niveau collégial, puis au niveau universitaire, bien évidemment, toute votre phase de recherche, d'extraction d'informations, de citation des sources et ainsi de suite, tout ça fait partie des compétences informationnelles. Vos compétences techniques, vous allez voir dans votre cours à l'hiver, dans votre cours de formation, que tout ce qui peut s'enseigner, tout ce qui peut se montrer ou tout ce qui peut être appris finalement a été divisé dans des couches par un monsieur qui s'appelle Benjamin Bloom. Okay? Et en gros, lui a établi qu'il y avait des niveaux de compétences, différents niveaux d'apprentissage et de compétences. Puis pour le faire très rapidement, au niveau le plus bas, tout ce qu'on va vous demander de faire, c'est de mémoriser des faits. Hein, si je vous parle des planètes dans le système solaire, il faut les mémoriser. On va parfois se faire une espèce de phrase qui va nous aider à retenir l'ordre des planètes dans le système solaire. Ensuite, après avoir mémorisé, on va demander de comprendre certains concepts, comprendre pourquoi
quand il fait plus froid, l'eau gèle, devient de la glace, ou pourquoi quand il fait très chaud, éventuellement, ça fait de la vapeur, ou mon verre va baisser tranquillement pas vite. Si je laisse un verre sur un comptoir, pourquoi pendant une semaine, le verre va baisser alors que personne n'en boit nécessairement? Là, on est dans la compréhension. L'application, c'est d'être capable de faire des choses comme telles. Donc là, on veut appliquer. Alors, on monte en niveau. Quand je commence à être capable de faire des choses, c'est plus complexe que de mémoriser ou de comprendre. Là, je suis capable de faire des choses avec ça. Analyser, bien, on est à ce niveau-là quand on est en résolution de problèmes. Alors, c'est important pour vous d'être capable d'être ici là, en analyse puis en évaluation. Alors, on est rendu à un niveau de compétence qui est supérieur. Quand vous avez commencé votre deck, on était beaucoup ici dans la mémorisation, comprendre puis appliquer. OK? Puis là, bien, en troisième année, vous avez vos cours de gestion d'événements, vous avez vos cours de gestion de base de données, création de contenu pour le web et ainsi de suite. Vous vous en venez dans les zones plus inconfortables ici, quand on vous demande d'analyser, quand on vous demande d'évaluer, quand on vous demande de créer, ça devient un peu plus flou. On vous donnait des pas à pas avant, puis on vous disait « fais ceci, fais cela, applique ceci, applique cela » et ainsi de suite. On était dans ces 3 étages-là. Aujourd'hui, on vous dit « bien, conçois un site web, conçois une présentation, développe un concept. » Bien là, on est dans des choses où, oups, ça demande un autre niveau de... Donc, mes compétences techniques, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on développe dans un cours de 45 heures. C'est tout votre deck qui vous permet de faire ça et votre bac si vous en faites un. Puis, vous allez continuer de les développer pendant toute votre carrière. Ce que je souhaite, et c'est l'objectif de cette diapositive-là, c'est qu'en étant consciente de ces étages-là, OK, même si c'est un petit peu théorique, même si vous n'êtes pas nécessairement obligé de retenir le nom de Benjamin Bloom, bien, au minimum, si vous vous souvenez des étages puis du fait que plus je monte, plus c'est complexe, ça va vous aider vous-même à prendre conscience de vos processus d'apprentissage puis à améliorer votre processus de résolution de problèmes. Un brin de patience, bien évidemment, si je veux régler des problèmes, j'ai intérêt à être patient parce que, un peu comme on l'a vu tout à l'heure dans la diapositive sur la pensée computationnelle, quand on a vu que ça prenait en anglais, je crois qu'il disait resilience, bien, on veut avoir de la patience. On veut que les gens soient capables de se rendre jusqu'au bout du processus de résolution de problèmes. Voilà. Cerner le type de problème. Le problème peut avoir différentes sources. Quand vous allez faire quand vous allez offrir du soutien technique, soit au CAB ou en milieu de travail à votre employeur, à vos employeurs, bien, ça se peut qu'il y ait des types de problèmes différents. Il y en a qui vont être des problèmes d'utilisation, des problèmes de matériel, des problèmes de logiciel. Dans les problèmes de logiciel, ça peut être au niveau du système d'exploitation, ça peut être au niveau de l'exploitation, ça peut être au niveau d'un utilitaire. Ça peut être des problèmes de réseautique, puis ça peut être des problèmes avec un autre appareil de bureau. Donc, on va voir très rapidement chacun de ces types de problèmes-là. Un problème d'utilisation, c'est la personne, l'utilisateur, qui ne sait pas qu'une fonction existe ou comment elle fonctionne. Soit dit en passant, les compagnies de logiciels comme Microsoft reçoivent plein, des milliers de suggestions par année, puis environ 80 à 90% des suggestions d'amélioration qu'ils reçoivent existent déjà dans le logiciel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la personne désire quelque chose dans Excel, désire quelque chose dans Word, l'a déjà, mais ne sait pas comment le faire ou ne sait pas que ça existe. Donc, souvent, ça va être un problème d'utilisation. Et vous aurez remarqué, je n'ai pas écrit problème d'utilisateur ou problème d'utilisatrice, mais il y a une expression dans le domaine ou dans le milieu, souvent on va dire « Ah, c'est le fameux problème qui est 6 ou 12 pouces derrière l'écran ou 18 pouces derrière l'écran, bien, ce problème-là, c'est un problème d'utilisation. Souvent, ça va être une défaillance au niveau de la formation. Donc, parfois, on va devoir justement revoir la procédure ou revoir la formation. Problème de matériel. Bien, ce qu'on a vu la semaine dernière, puis il y a 2 semaines, va être utile ici. On veut savoir si c'est un problème avec la mémoire vive, avec un disque dur, un disque qui est plus capable de lire ou un écran qui n'allume pas. Est-ce que c'est tout simplement une question d'électricité? Mon écran s'est déconnecté ou quelqu'un a déconnecté mon écran. Donc, on va vouloir revérifier toutes les choses une par une, puis éventuellement, à force de passer à travers différentes solutions possibles, il y en a une qui va régler le problème, puis ensuite, je vais m'assurer que ça n'a pas créé d'autres problèmes. Problème logiciel, là, j'ai encore des carrés gris ici. Je n'ai pas remplacé par mes images, mais
Ça peut être un problème au niveau de Windows ou Linux, OK, donc mon système d'exploitation. Ça peut être des problèmes dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, puis ça peut être des problèmes avec un utilitaire comme tel. Donc, si c'est un problème logiciel, ma tête va s'en aller dans une direction différente d'un problème matériel, par exemple. Les endroits où je vais aller fouiller ou les sources que je vais aller fouiller pour faire un lien avec mes compétences informationnelles ne seront pas les mêmes. Problème de réseau périphérique, très souvent aujourd'hui, hein, ça peut être un fil déconnecté, un problème de Wi-Fi, un problème d'accès à Internet ou quoi que ce soit. Donc, ça peut arriver que ce soit un périphérique qui ne fonctionne pas, une souris ou un clavier ou une tablette ou quoi que ce soit. À ce moment-là, je vais essayer de diagnostiquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Puis, ça pourrait être aussi le réseau qui est en cause, le réseau que l'utilisateur utilise pour accéder à ses ressources. Les autres appareils de bureau, je vais vous en parler un petit peu plus tard ou un petit peu plus loin. Les anciennes versions du cours qu'on suit actuellement mettaient beaucoup d'accent sur la résolution de problèmes pour des imprimantes, pour des photocopieurs. On allait en bas pour aller ouvrir le photocopieur, voir comment ça fonctionne et ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont disponibles sur Internet et je vais vous le résumer pour tous les appareils de bureau, je vais vous le résumer à un acronyme anglais qui n'est pas chic puis que j'ose presque pas dire parce que contrairement à une classe, je ne suis pas entre quatre murs. Je suis enregistré puis ça va être sur le web, mais une expression consacrée sur le web qui s'appelle RTFM. OK? Et RTFM, je vais peut-être vous laisser le soin de googler pour trouver qu'est-ce que ça veut dire, RTFM. Et lorsque vous aurez vu ce que ça veut dire, bien, c'est vraiment la première étape pour régler le problème avec une imprimante, avec un numériseur ou avec un télécopieur ou quoi que ce soit. Donc, si j'ai un appareil de bureau qui ne fonctionne pas, première chose, RTFM, OK, vous le googlez, puis si vous avez besoin que je vous l'envoie, vous m'écrirez. Et deuxième chose, aujourd'hui, évidemment, on a Google qui répond à 90% de nos questions lors de la première recherche. Okay? YouTube, la plupart du temps, si vous tapez votre numéro de modèle dans YouTube et que vous demandez comment changer la cartouche ou comment réparer telle ou telle chose ou comment retirer un panneau, ça va sortir. Et même les gros appareils, les gros copieurs d'aujourd'hui ont des écrans numériques, des écrans tactiles sur lesquels des vidéos ont été enregistrées puis les procédures sont expliquées. Donc, je n'ai pas l'intention de passer un cours de 2 heures ou un cours de 2 périodes pour vous expliquer comment faire l'entretien des appareils de bureau, n'en déplaise à l'ancien programme ou l'ancien contenu du programme, mais vous avez cependant le devoir de savoir justement avec vos compétences informationnelles où trouver cette information-là. J'ai vu clignoter dans le chat, est-ce qu'il y a une question ou c'est juste quelqu'un qui a écrit à l'ensemble du groupe qu'est-ce que ça veut dire RTFM? Juste dis qu'est-ce que ça veut dire RTFM. OK, parfait. Merci. Merci à celle qui l'a écrit, qui a pris la peine de l'écrire. Processus de résolution de problèmes. Donc, on va voir maintenant le processus pour résoudre nos problèmes. On vient de voir qu'est-ce que ça prend comme état d'esprit et on a vu aussi le type de problème auquel on peut faire face. Maintenant, les étapes pour un dépannage bien réussi. J'en ai 6. J'ai identifié le problème, formulé une hypothèse de la cause, tester l'hypothèse puis la confirmer parce que je veux évidemment m'assurer que ce soit ça le problème, que ce n'est pas d'autre chose. Dresser un plan d'action et résoudre le problème. Une étape qu'on oublie très souvent, c'est de vérifier que tout fonctionne bien après la procédure parce que des fois, on règle un problème, on en crée un autre. Donc, on va faire des petits tests pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et l'étape la plus fréquemment oubliée ou négligée, elle n'est pas oubliée, d'habitude, elle est juste négligée, c'est de documenter les résultats et les actions pour que la prochaine personne qui vit ce problème-là, surtout en entreprise, si on veut être productif, si on veut s'économiser du temps, on veut que la prochaine personne qui va avoir cette problématique-là puisse trouver la solution plus rapidement parce que ça a déjà été documenté dans une FAQ, une foire aux questions, ou en anglais, Frequently Asked Questions. Donc, le problème. Alors, on veut l'identifier. La personne va vous parler, puis elle va vous le dire, elle va vous le décrire. Souvent, elle n'utilisera pas les bons mots, elle n'utilisera pas les bons termes. Parfois, elle va avoir une hypothèse de où est le problème, mais déjà, son hypothèse va être biaisée. Donc, vous, on l'a vu tout à l'heure, preuve d'ouverture, esprit critique, prenez rien pour acquis, puis posez-vous d'autres questions. C'est votre responsabilité parce que si l'utilisateur qui vient vous voir est bloqué parce qu'il s'est mis dans la tête que le problème, c'était telle ou telle chose,
puis que vous tombez dans la même piste ou dans la même crack, bien là, vous allez rester pris pareil comme eux. Alors, identifier le problème, faire parler la personne, accueillir la requête, c'est super important. Formuler une hypothèse de la cause. Donc, moi, je pense que peut-être l'écran est tout simplement plus branché. OK? Alors, j'ai une hypothèse. Et là, je vais vérifier mon hypothèse. Je vais aller vérifier ma prise. Et une prise, faites attention, il y a toujours deux côtés. Alors, je vais vérifier dans le mur qu'est-ce qui se passe, puis je vais vérifier vis-à-vis de l'écran. Je vais vérifier aussi s'il y a de l'électricité dans la prise du mur, parce que peut-être le problème est la prise. Donc, vous voyez l'espèce de ligne de cheminement ou d'arbre d'arbres décisionnels qui se dessinent quand je suis en train de réfléchir à mes hypothèses. Je vais tester puis confirmer. Donc, s'il y avait de l'électricité dans le mur, puis si ma fiche était branchée, je vais regarder l'autre côté, puis là, oups, je me rends compte que c'était l'autre côté. Donc, j'ai déjà deux hypothèses qui ont été infirmées. Il y avait de l'électricité, c'était pas ça le problème. Puis, c'était connecté. Mais de l'autre côté, oups, je me suis rendu compte à ma troisième hypothèse qu'effectivement, mon écran, dans l'écran comme tel, c'était mal connecté. Dresser un plan d'action et résoudre le problème. Donc là, ça dépend dans quelle complexité de problème on s'inscrit. Si c'est quelque chose d'aussi simple que de reconnecter un appareil, je vais le faire tout simplement ou le rebrancher. Puis, par contre, si c'est une problématique plus complexe, bien là, je vais le résoudre. Ça se peut que ce soit au niveau logiciel, ça se peut que ce soit dans une fonction Excel, ça se peut que ce soit dans une utilisation de Word ou comment faire une image ou comment appliquer un effet sur une image. Donc, les types de problèmes peuvent être très, 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 très variés, mais on a toujours le même processus en tête. Donc, si vous apprenez bien ces étapes-là, ça devrait bien se passer pour tout type de résolution de problème. Vérifier que tout fonctionne bien après la procédure, bien, c'est super important de faire certains tests avec votre ordinateur. Surtout si vous avez touché à des choses qui touchent le système d'exploitation, par exemple. Habituellement, on va vérifier que tout fonctionne bien. On fait quelques vérifications de base. On n'y passe pas des heures non plus parce que de toute façon, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dans notre travail, on va s'en rendre compte dans les prochaines heures. Alors, quand on est capable de faire des petites vérifications rapides, on y va, puis ensuite, on poursuit. Par contre, la documentation des résultats, super important, avoir une base de connaissances, soit à travers un forum, soit à travers une base de données disponible en ligne. Un forum, soit dit en passant, c'est une base de données disponible en ligne. Ça peut être une liste de FAQ, justement, qui va être facilement cherchable par un champ de recherche et ainsi de suite. Mais il faut faire en sorte que nos utilisateurs puissent facilement avoir accès aux problèmes les plus fréquents. S'ils ont accès aux problèmes les plus fréquents et qu'ils voient les solutions facilement, bien, on est en train de réduire le nombre de demandes qu'il va y avoir sur nous-mêmes ou sur notre centre de service ou d'aide à la clientèle. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au processus de résolution de problèmes? Offrir de l'aide à distance. Je ne l'ai pas documenté énormément, mais on a 3 considérations importantes. Je vous en fais part. Il y a du matériel qui est important à avoir. Si vous voulez offrir de l'aide à distance, c'est important peut-être de vous doter d'un bon micro. Votre micro devrait être un micro USB, peut-être d'avoir des écouteurs ou d'avoir les deux intégrés. Ça dépend de ce que vous avez besoin de faire. Ça dépend de vos besoins. Si vous prévoyez faire beaucoup d'enregistrements de vidéos, des capsules, des trucs comme ça, les casques avec un petit bras, ce n'est pas nécessairement recommandé. Il y en a de bonne qualité, mais souvent, vous avez intérêt à avoir un micro séparé. Si vous allez être surtout au téléphone, bien à ce moment-là, juste avoir un casque pour avoir vos 2 mains libres va être important. Donc ça, c'est au niveau du matériel. Les logiciels, souvent, ça va être important d'avoir un logiciel d'accès à distance. OK? Donc, dans le cours original, on utilisait TeamViewer. Je vous encourage à aller visiter le site web de TeamViewer. C'est un logiciel qui vous permet d'accéder à l'ordinateur de l'autre personne à distance, d'en prendre le contrôle puis de l'aider ou de tout simplement le guider à travers ses étapes. Okay? J'aurais dû ajouter une quatrième puce, là, les considérations légales. Faites attention si vous offrez de l'aide à distance. Prenez pas nécessairement le contrôle de l'ordinateur de l'autre personne à tout coup parce que s'il arrive quoi que ce soit sur son ordinateur, bien, la personne pourrait dire si tu n'avais pas touché à ça ou si tu n'étais pas allé là ou si tu n'avais pas fait telle ou telle intervention, ce ne serait pas arrivé, pourrait vous blâmer, vous pourriez être considéré responsable. Donc, essayez de l'éviter, guidez plutôt la personne à faire ses étapes elle-même si vous êtes capable de le faire. Les logiciels requis, donc je parlais de TeamViewer. Dans la session actuelle, étant donné que on a tous découvert un paquet de choses en même temps que la pandémie au mois de mars. Les gens ont appris à se servir de Teams, ont appris à se servir de Zoom.
Donc, dans les deux cas, c'est possible d'offrir de l'aide à distance avec ces logiciels-là. C'est possible de prendre le contrôle à distance aussi. L'attitude et l'accueil, super important. Tout ce qu'on a vu est bon, mais vous devez l'augmenter quand vous êtes dans un contexte à distance parce que, justement, la personne a un problème. En plus, elle est à distance, donc elle se sent d'autant plus stressée. Vous avez un stress additionnel du fait d'être à distance. On le sait, on le vit en ce moment. Donc, votre intervention, ça va être important de pouvoir justement poser les questions, valider, confirmer, ainsi de suite. Vous voulez toujours faire en sorte que vous reformulez ce que la personne vit, puis vous allez pouvoir mieux le faire. Vous pouvez ajouter une quatrième puce, s'il vous plaît, sur vos notes personnelles, justement, au niveau des implications légales. Faites attention, là, essayez de vous informer si votre département ou votre entreprise a une politique par rapport à ça, jusqu'où vous êtes supposé aller, puis où vous êtes supposé arrêter, puis arrêter à l'intérieur de ces limites-là. Dépassez pas vos compétences, puis dépassez pas les limites que votre entreprise vous permet les limites de ce que votre entreprise vous permet de faire normalement. Administration de Windows. J'ai publié, je vais créer un petit élément de menu comme j'ai fait pour les autres. Par contre, je vais juste aller vous montrer où j'ai mis ces ressources-là. Vous allez voir les éléments d'administration de Windows à travers les lectures que j'ai rendues disponibles sur le cours. Donc, je m'en viens juste ici à la semaine 3. Il n'y a pas d'image en ce moment, c'est un petit peu moins attrayant, là, mais il y a une lecture à faire sur les paramètres Windows. Vos paramètres Windows, très rapidement, si vous appuyez sur votre touche Windows ou votre menu démarrer, vous avez l'espèce de petit engrenage ici en bas à gauche et lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir cette fenêtre-là qui apparaît avec tous les différents paramètres. Si vous cliquez sur Système, vous allez avoir de l'information sur le système. Vous allez avoir la mémoire vive, combien il y en a, le système d'exploitation, c'est quoi, les disques durs et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'endroit où on veut se diriger si on veut avoir de l'information sur le système. Nos périphériques, le réseau et Internet, la personnalisation, les comptes et ainsi de suite. Tous ces aspects-là ici font l'objet de rubriques d'aide sur Microsoft et vous pouvez aussi avoir de l'aide facilement si vous allez sur YouTube par rapport à une section en particulier. Je vous ai identifié quelques lectures à faire, puis cette page-là ici, je vous demande dans la lecture, à la fin de votre lecture d'en visiter quelques-unes. OK? Allez visiter entre autres systèmes, allez visiter applications, de même que sécurité, mise à jour et sécurité. Puis regardez les options qui sont disponibles, puis familiarisez-vous un peu avec le contenu de cette page-là. OK. Donc, les paramètres Windows, important à voir. Les lectures, les pages, j'ai mis des liens directs. Donc, quand vous êtes à l'intérieur, je ne vais pas le faire pour chacun. OK, après ça, je vais juste rester dans le sommaire. Là. Mais je vous ai mis à lire à la découverte de Windows, donc pages 156 et 157. Je vous mets toujours un estimé. L'estimé est basé sur mon temps de lecture à moi qui est ultra lent x2. OK, fait que je lis très lentement, puis si ça me prend 2 minutes, je fais x2, donc j'écris 5 minutes. Les paramètres du PC, donc si vous cliquez, vous allez avoir un onglet qui va ouvrir et ça va vous amener directement dans le livre à la bonne page. Alors, vous avez un accès direct. Évidemment, il va juste falloir vous connecter avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Je vous rappelle que c'est votre code DA et votre mot de passe pour accéder aux ordinateurs du collège. Et à partir de là, vous allez être directement dans le livre au bon endroit. Je reviens juste sur semaine 3. Et donc, vous avez paramètres Windows, 5 minutes. Vous avez Windows pour faire des mises à jour. Alors, il y a 2 pages à lire à ce sujet-là, 10 minutes. Installer ou désinstaller une application, c'est un 4-5 pages, une quinzaine de minutes. Ça aussi, il y a beaucoup de ressources sur le web, sur YouTube notamment. Windows, résoudre une panne et utiliser l'aide. OK? Donc, une lecture d'une quinzaine de minutes. Et finalement, Windows, paramètres de sécurité. Donc, ça aussi, c'est une quinzaine de minutes. Donc, je voulais m'en tenir à 1 heure ou moins là, de lecture à l'extérieur. C'est en réalité votre cours de vendredi. Il se situe ici, c'est de prendre connaissance de ces pages-là. Quand je mets 15 minutes, d'habitude, ça ne vous prendra pas 15 minutes, là, ça va être un 5 à 7 minutes normalement. Et donc, d'après moi, vous avez pour
30 minutes à 1 heure de lecture maximum dans ces articles-là. Ça va couvrir la portion d'administration de Windows. Il va me rester 1 ou 2 choses que je vais vouloir vous montrer, entre autres au niveau du gestionnaire de tâches, des trucs comme ça. Donc, il va rester 2 ou 3 petits trucs que je vais vouloir ajouter par la suite. On va se reparler de sécurité, on va faire un petit devoir là-dessus. Et puis, après ça, on va avoir fait le tour en ce qui concerne notre cours. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, là. Le but, ce n'est pas que vous deveniez des personnes qui peuvent administrer Windows, mais bien d'être à l'aise pour administrer un poste de travail Windows. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout est clair. Tout est clair? Alors, je vous remercie énormément pour votre présence et on se revoit la semaine prochaine.